Pour les terroristes du Hamas, par exemple, ce qu'ils font est parfaitement normal. Ça fait partie de leur idéologie. Vous savez, ceux qui disaient Gaza deviendra le Singapour du Moyen-Orient, pourquoi ça ne s'est pas produit? Parce que le cadre de pensée n'est pas celui-là. On a le plaisir d'accueillir ce matin Richard Rossin. Alors, si vous ne connaissez pas Richard Rossin, il est chirurgien orthopédiste, c'est l'ancien secrétaire général de Médecins sans frontières. Il a cofondé Médecins du Monde. Il a eu énormément de rôles. Il s'est énormément engagé pour les causes humanitaires. Il a même présidé le mouvement pour la paix contre le terrorisme. Il publie très souvent des chroniques, il écrit souvent, on le consulte également beaucoup. Et aujourd'hui, on a décidé de parler avec lui d'un de ses derniers articles et surtout de s'interroger sur la morale et la justice. Est-ce que aujourd'hui éradiquer le Hamas, pour ça faut-il s'arracher tout simplement à la morale pour qu'il y ait une réelle justice? Richard Rossin, bonjour et bienvenue. Bonjour Cathy, merci de m'avoir invité. Avec plaisir, c'est vrai qu'on a besoin de faire un peu de clair, d'essayer de réfléchir. On est assailli de pensées terribles, on a vu des images terribles, donc comment rester avec une certaine humanité et en même temps se défendre tout simplement et survivre. Vivre, indispensable, évidemment. Ce que je vois passer dans les réactions en France, notamment, est de l'ordre d'une confusion folle. C'est-à-dire que c'est une tension entre la morale et l'éthique. La morale, comme le disait dans Difficile liberté Emmanuel Lévinas, c'est se laisser aller à l'élan naïf du cœur. Donc voilà ce qu'il se passe aujourd'hui. Nos morts, nos martyrisés, parce que ce à quoi nous avons eu affaire depuis le 7 octobre, ce que nos vaillants journalistes français oublient, c'est que ça continue. Nous recevons encore des missiles et ça, ils l'ignorent complètement. Et ces missiles visent volontairement, sciemment, systématiquement des civils. C'est des missiles sur des villes. Eh bien, ils oublient de dire que le Hamas continue à viser indistinctement des femmes, des enfants, des vieillards qui sont chez eux. Au début, ils étaient tranquillement chez eux. Maintenant, ils sont alertés, donc ils sont moins tranquilles. Et par bonheur, en Israël, nous avons un peu partout des abris. Voilà. Alors donc, ils oublient. 2, ils se laissent aller à l'indignation qui est probablement le sentiment le plus inutile. Et Nietzsche allait plus loin. Nietzsche disait qu'un indigné est un menteur. Il n'y a pire menteur qu'un indigné. Donc Lévinas, sur ce thème-là, expliquait que cela est complètement contraire à l'éthique et il définit comme l'identification du bourreau. Et que sans cette connaissance, il n'y a pas de justice possible. Ça veut dire quoi? Que notre rôle est d'expliquer qui est le bourreau, qu'Israël est la victime. On doit sans cesse encore expliquer. C'est notre rôle? Oui, c'est très important. Moi, je crois que c'est central. Et surtout, il faut renvoyer
ces gens à leur propre insuffisance et à leur responsabilité. Qui a attaqué les arguments avancés par nos et leurs ennemis? Car ce qu'ils oublient, c'est que ce qui se passe ici va se passer en Europe, que ça a commencé il y a déjà pas mal de temps, et que il y a quelques jours, un professeur a encore été assassiné dans son école. Ces journalistes-là n'avaient pas d'enfants au Bataclan. Ils ne veulent pas comprendre. Qu'est-ce qui se cache derrière? Je n'en sais rien. Une prévention anti-juive qui attise cette braise, et il nous exhorte à... Bon, la retenue, ça c'est un grand classique, mais on va y revenir pour savoir ce que ça vient signifier, que la retenue est la réponse proportionnée. De toute évidence, il faut sans cesse, rappeler ce à quoi on fait face, c'est-à-dire à une barbarie absolue qui assassine et torture et viole et démembre et viscère des enfants, des bébés. Il n'y a pas de justification possible à ça. Vous parlez de responsabilité, Richard. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Européens, en donnant, en tout cas, en essayant de couvrir le conflit d'une façon un peu équitable, en mettant les chiffres de la perte des Israéliens et les chiffres de la perte du Hamas ou des Palestiniens côte à côte, perdent leur notion de responsabilité, n'assument pas leur rôle humanitaire, entre guillemets? Absolument. D'abord, mettre en équivalence des chiffres, c'est un voile, c'est aveugler. Bien sûr, chaque mort est un drame. Où que ce soit, j'ai passé ma vie à me porter autant que je le pouvais au devant de la misère des uns et des autres à travers la planète, essayer de lutter, surtout au Darfour dernièrement, contre la mort des gens. D'ailleurs, la situation est la même, enfin grosso modo, la situation est la même. Au Darfour, le propre gouvernement du Darfour massacrait, bombardait, envoyait des milices barbares qui tuaient, violaient en permanence. J'y suis allé, je l'ai vu. Donc c'est vrai, chaque mort, et surtout ceux-là, c'est-à-dire ceux qui sont visés aveuglément et systématiquement, sont les victimes absolues. Eh bien, il y a les victimes et les bourreaux. La responsabilité en Europe est très simple, ou à l'ONU d'ailleurs, est très simple. Cette espèce de prétendue position équilibrée qui ne fait que compter des morts sans expliquer la cause de ces morts, eh bien c'est de l'enfumage. C'est une prise de position terrible. Et je rajoute que l'Europe, l'Union européenne, la France et d'autres, l'ONU, n'ont eu de cesse de financer ces assassins-là, c'est-à-dire qu'ils envoyaient de l'argent au nom d'une idée humanitaire sans jamais essayer
de contrôler la destination des fonds, et on voit ce que ça donne. Ils ont financé ces massacres. Ils ont responsabilité. Richard, on entend, on commence à entendre en tout cas dans les médias français justement que à la suite donc de ce qu'a commis le Hamas, de ces massacres que le Hamas a commis, on entend que la réponse israélienne est disproportionnée. Qu'est-ce que vous avez à répondre à cela? Alors qu'est-ce que ce serait qu'une réponse proportionnée? À quoi ils appellent? Ils appellent au massacre de civils, ils appellent au viol des femmes, ils appellent aux oradours sur glane. Nous avons eu en Israël des dizaines d'oradours sur glane avec des gens rassemblés et incendiés, brûlés, vifs. Alors c'est ça, ils ont massacré, ils ont décapité 40 bébés. Doit-on décapiter 40 bébés? Mais alors comment, Richard, vous qui avez l'habitude, qui avez été sur de nombreux terrains où il y avait des conflits très durs, vous qui avez toujours été du côté humanitaire, comment faire comprendre au monde la position d'Israël, que malgré, c'est ça qui est compliqué, malgré une armée très forte, aujourd'hui on est comme souvent, parce qu'on se défend, donc on est victime, on a de nombreuses victimes, c'est terrible ce qui nous arrive, et pourtant dans la presse internationale, ça commence à être. Alors au début on avait vraiment un soutien, maintenant ça commence à changer, comme si c'était une fatalité, comme si on pouvait, ce serait toujours les Palestiniens qui gagneraient cette guerre médiatique. Et est-ce que votre langage a des chances d'être écouté, d'être entendu en France ou en Europe? Alors, j'imagine que mon langage, malheureusement, n'est pas entendu. Peut-être faudrait-il s'interroger sur le pourquoi. Alors, c'est vrai que les premières réactions ont été des condamnations. Voilà, des mots sur nos mots. Non, il faut dire aussi, alors au début du conflit, la couverture, il y a certaines chaînes de télé françaises qui couvrent le conflit vraiment de façon admirable. Ça, je préfère le redire parce que c'est rare, assez rare pour être signalé. Maintenant, on ne peut pas empêcher la réaction des gens sur les réseaux sociaux et les gens de s'exprimer. C'est vrai, mais encore une fois, c'était des mots. Les actes, ça me fait penser à la fameuse lutte contre l'antisémitisme dont les politiques français, puisque j'essaye de suivre un peu l'actualité française, ne cessent de dénoncer. Mais est-ce qu'il y a des actes? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce qu'il faudrait faire d'après vous? Je crois qu'il faut des vraies réactions fermes. Il faut... ça commence là, ça commence à se faire. Je crois qu'il y a en France une réaction de ça suffit. Mais on a vu le sort du plus jamais ça. Donc le ça suffit, où est-ce que ça va aller? C'est vrai qu'il y a des arrestations maintenant, mais c'est tout récent, c'est il y a quelques jours, contre l'antisémitisme ou pour l'incitation à la haine. Il semble qu'il y ait quelques crétins qui aient été arrêtés. Mais jusqu'où ça va aller? La justice, rappelez-vous, Sarah Halimi, Mireille Knobel. Est-ce que c'est digne? Est-ce que la réaction de la justice en France est digne, avec du déni de justice, avec du refus de juger, à n'importe quel argument? On entend tout le temps, c'est un déséquilibré. Bon, on voit que les déséquilibrés sont toujours les mêmes. Est-ce qu'il faut être déséquilibré pour adhérer
à cette idéologie mortifère qu'on veut appeler une religion. Donc pour vous, tout est pareil, quoi, que ce soit les actes antisémites qui sont restés impunis en France ou les réactions pro-Hamas par rapport à ce qu'Israël vit aujourd'hui. Oui, finalement, on peut considérer que tout est pareil. Le tout est pareil, c'est voilons-nous les yeux. Je pense qu'il faut republier sans cesse la charte du Hamas, qui dit clairement qu'il faut tuer les Juifs, qui dit clairement qu'il s'agit de conquérir la planète, et à chaque attentat en France, jamais on en parle. On parle juste de cet élan. C'est bien l'élan naïf du cœur, c'est bien de montrer qu'on a du cœur. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les philosophes, aussi peut-être les rabbins, peut-être aussi toutes ces personnes, des représentants de la religion, des différentes religions, ont un rôle très important à jouer et qu'ils ne jouent pas ce rôle? Globalement, les rabbins ne cessent d'essayer d'alerter. Il y a 2 ou 3 imams qui se lèvent. Il y a des musulmans extrêmement courageux. Il y a Hassan Chalgoumi, bien sûr. Il y a des intellectuels arabes qui ne cessent de nous alerter, comme Boualem Sansal. Mais finalement, il se retrouve dans la situation de pisser dans un violon. Moi, j'avais publié il y a 2 ans bientôt un essai sur ce drame de l'indifférence et des yeux fermés, qui s'appelle d'ailleurs L'indifférence et autres horreurs. Je crois qu'on a l'impression de pisser dans un violon, mais bon, de toute façon, il faut continuer à pisser, hein. Sinon, plus rien n'est possible. Alors, maintenant, à côté de ça, la grande majorité des intellectuels se taisent. Les André Glucksmann nous manquent beaucoup. Il y a bien sûr Pascal Bruckner, par exemple, qui ne cesse d'essayer d'éveiller les consciences. Il faut quand même signaler que Bernard-Henri Lévy était là, il est venu nous soutenir, il était sur le terrain. Je pense qu'il va probablement sortir prochainement un documentaire, des articles pour rendre compte de la situation sur le terrain. C'est tout à son honneur. Oui, bien sûr. D'ailleurs, Bernard, je l'avais emmené au Darfour, je crois que c'était en 2007, 2008, et il a fait son travail d'homme d'alerte avec beaucoup de courage. En fait, ce que vous nous dites, Richard, c'est qu'en fait, c'est pas seulement une guerre entre le Hamas et Israël, c'est une guerre entre 2 civilisations, en fait. Vous soulevez un problème très, très important. Je crois qu'un des primum movens de cette incompréhension, c'est le refus ou l'inculture de voir que on ne parle pas la même langue. Nous n'avons pas le même logiciel. Pour les terroristes du Hamas, par exemple, ce qu'ils font est parfaitement normal. Ça fait partie de leur idéologie, ça fait partie de leur mode de vie, ça fait partie de leur vocabulaire. Et ça, on veut pas. On veut pas. Qu'est-ce qu'on veut pas? On ne veut pas imaginer que quelqu'un d'autre sur cette planète avoir un autre mode de pensée que nous. Nous sommes dans le monde occidental
érigée en pensée unique. Eh bien, non. C'est pas vrai. Vous savez, l'immense majorité des interventions humanitaires de Médecins sans frontières et de Médecins du monde, comme par hasard, on ne s'est jamais vraiment interrogé là-dessus, avait lieu dans des pays musulmans. Pourquoi la misère tombe là-bas? Il y a des pays grands, avec des richesses. Pourquoi il n'y a pas de développement? Parce que le développement ne fait pas économique, social, ne fait pas partie du logiciel. C'est d'ailleurs la grande erreur de ceux qui disaient la paix, on va aider à se développer, Gaza deviendra le Singapour du Moyen-Orient. Oui, dans notre logiciel, c'est vrai. Ils ont les moyens de ça, mais ça ne s'est pas produit. Pourquoi ça ne s'est pas produit? Parce que le cadre de pensée n'est pas celui-là. Alors, Richard Rossin, on pourrait parler avec vous longtemps. Malheureusement, on le refera, bien sûr. En tout cas, merci de nous alerter, d'alerter le monde, continuer d'écrire, voilà, et de faire en sorte que chacun comprenne que c'est aussi quelque part une guerre de civilisation et que nous ne sommes pas, voilà, nous ne sommes pas les victimes. Nous sommes, avec l'Occident et nous prônons la vie, contrairement à ceux qui veulent nous éradiquer. Voilà, alors on se reverra. Merci d'avoir été avec nous. De lance de protection du monde occidental aujourd'hui. Exactement. Merci beaucoup, Richard. Merci, Richard Rossin.